Bonsoir, merci d'assister à ce live Studierama TV consacré ce soir au groupe ESA, l'école d'agriculture, d'agroalimentaire, enfin plein de choses derrière ce vocable. Et je reçois Patrick Vincent. Patrick Vincent, vous êtes directeur général du groupe. Bonsoir. Bonsoir. Et je reçois Julie. Julie, vous êtes étudiante en 5e année dans cette école, dans le cycle ingénieur. Et vous avez choisi une filière un peu particulière. Vous allez nous raconter votre parcours et parler des préoccupations qui concernent aussi certains de nos internautes qui ont connu, et vous avez connu, les mêmes préoccupations qu'eux à un certain moment. Pour commencer, l'agriculture a-t-elle besoin de compétences? Alors l'agriculture est un secteur de l'économie française qui doit probablement être le troisième en termes d'importance économique. C'est le cœur d'une filière qui comprend ce qu'on appelle les intrants, la fourniture à l'agriculture, c'est-à-dire toute l'industrie chimique, l'industrie de la machinerie, les services qui sont au service de l'agriculture, la production elle-même, production animale, production végétale, production viticole, et ce qu'on appelle l'aval de la filière, c'est-à-dire l'agroalimentaire, la distribution, le commerce international. Donc c'est un ensemble de compétences, de métiers, de domaines économiques extrêmement intégrés et qui offre une multitude de métiers et d'opportunités à tous les niveaux. On a parfois beaucoup d'a priori sur l'agriculture. On voit d'abord le milieu agricole de nos campagnes. J'adore le milieu rural, mais ce n'est pas forcément ça. Vous êtes allé sur d'autres marchés, comme les territoires et marchés, l'environnement aussi. C'est un vaste domaine, manifestement. Alors c'est un vaste domaine, et c'est un domaine qui est véritablement en profonde mutation. C'est d'abord un domaine qui est lié aux sciences de la vie. Donc les progrès en biologie, les progrès en génétique, les progrès en sélection ont un impact considérable sur le métier lui-même. Mais c'est également un métier qui est en transformation grâce aux progrès en électronique, en robotique, en traitement des signaux, grâce aux progrès en termes de communication de façon générale. Ce qu'on appelle agriculture maintenant, ça n'a absolument rien à voir avec l'image peut-être un petit peu passéiste qu'on en a, ou au contraire une image négative, celle du pollueur, des algues vertes. C'est vraiment un métier qui change, et je crois qu'il y a pour tous les ingénieurs qui vont rentrer dans ce domaine dans les années qui viennent un champ de possibles qui était difficilement imaginable il y a une quinzaine d'années. Vous répondez donc à la question de Béatrice qui vous demande si on devient forcément agriculteur au terme de vos études. On peut poser la question à Julie, est-ce qu'elle va devenir agricultrice? Non, pas du tout. On a vraiment beaucoup de possibilités. On est formé, donc moi j'ai choisi par exemple les productions végétales, mais on est formé à un spectre de compétences, de métiers, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être vraiment très large. Et heureusement, on ne finit pas tous agriculteurs parce qu'il n'y a qu'un très petit pourcentage de la population active. Et donc, Et vous êtes issu du sérail dans votre environnement familial? On est agriculteur ou vous êtes arrivé dans la filière par hasard? Pas tout à fait par hasard, mais mes parents ne sont pas du tout issus du milieu agricole. Mais j'aimais la biologie en terminale. Donc vous êtes issu d'un bac scientifique? Oui, voilà. Et vous êtes avec une option biologie? Donc, exactement. Vous aviez d'autres choix qui s'offraient à vous, ou c'était vraiment les écoles d'agriculture sur lesquelles vous avez porté votre dévolu? Non, en fait en terminale, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais pas faire, je savais ce qui me plaisait pas, mais et je savais les matières qui me plaisaient, mais je trouvais très difficile en terminale d'imaginer la palette de métiers possibles, et donc j'ai choisi un domaine, la biologie, qui me plaisait. Mais j'ai pris un bac scientifique option SVT, mais avec l'option physique-chimie, donc à la base, je ne savais pas si j'aurais pu m'orienter dans un tas d'autres écoles, mais je portais mon dévolu sur l'ESA. On va revenir sur votre parcours. Dans un premier temps, votre école fait partie d'un groupement qui s'appelle la FESIA, qui regroupe d'autres écoles d'agriculture. Qu'est-ce que ça apporte? On va voir qu'il y a des passerelles entre vos écoles. Vous vous soutenez et vous allez vers les évolutions de l'agriculture? Tout à fait. Donc, d'ailleurs,
Juste pour compléter la réponse sur les pourcentages de diplômés qui se retrouvent en agriculture, il y a à peu près 9% des diplômés qui vont rentrer dans des carrières de production agricole. C'est relativement faible. La population rurale est maintenant 2 à 3% de la population française, donc c'est normal. Alors la FESIA, c'est donc la Fédération des écoles supérieures d'ingénieurs agricoles, regroupe 4 écoles, l'école de Purpan, l'ISA Lille et l'ISARA à Lyon, et les A d'Angers, bien entendu. Donc c'est un groupement, une fédération d'écoles qui se retrouve dans un parcours de formation qui inclut 5 années donc après le bac, qui forme à tous les métiers de l'agriculture, qui partage un certain nombre qui mutualise un certain nombre de ressources, les réseaux internationaux, les actions auprès de partenaires qui ont une emprise nationale qui nous permet de répondre à leurs besoins, même s'ils ont une structure régionalisée. Ça permet à chaque école de s'adresser à leurs besoins exprimés au niveau national. Et également une grande flexibilité au niveau des passerelles entre les différentes écoles qui permettent aux étudiants en 5e année d'aller vers l'une ou l'autre de ces écoles en fonction de la spécialité qui les intéresse. Donc en rentrant dans une école de la FESIA, on s'ouvre en définitive un champ de majeur, de spécialité, qui est celui de tout le réseau. Donc bien plus vaste que celui qu'on va voir en détail tout à l'heure. Voilà, et mutualisé d'une certaine manière. Oui. Alors, vous êtes également une école du ministère de l'Agriculture. Oui. Vous ne dépendez pas du ministère de l'Enseignement supérieur. Qu'est-ce que ça change pour les futurs candidats ou les étudiants? En tant que diplômé, ça ne change rien. Le diplôme d'ingénieur délivré par ces écoles, au même titre que les écoles qui dépendent d'autres ministères de tutelle, l'industrie ou autres, sont reconnus par la commission technique des ingénieurs. Nous faisons partie de la CGE, la commission des grandes écoles. Les diplômes sont validés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucune différence. L'origine de cette tutelle vient de la reconnaissance de la mission d'utilité publique de ces écoles auprès de la population rurale, de la population agricole. C'est de là que c'est parti. C'est une loi Rocard qui a reconnu cette mission d'utilité publique qui fait que nous sommes rattachés au ministère de l'Agriculture. Donc des écoles du sérail et du métier et du secteur. Extrêmement proches des entreprises et des exploitants. Ça n'enlève rien au fait que vous appartenez à la conférence des grandes écoles et que vous êtes une école habilitée par la commission des titres, tout à fait, comme toute école d'ingénieur. Et la dernière accréditation date de 2014, et comme elle est tous les 6 ans, voilà. Et nous sommes accrédités, je crois, depuis 1963. Donc une école d'ingénieur à part entière. Voilà, tout à fait. Justement, alors une école d'ingénieur, vous avez d'autres programmes différents, mais pour le cycle ingénieur, comment ça se passe? C'est un cycle sur 5 années d'études. C'est cela, oui. Donc 5 années d'études qui commencent donc après le bac. On parlera peut-être de la procédure d'inscription. 5 années d'études qui commencent dans notre cas par 3 années qui sont un tronc commun. Et je laisserai Julie en dire un peu plus. C'est un tronc commun qui permet d'acquérir un corpus de connaissances à la fois théoriques et plus technologiques, à la fois dans les domaines classiques, physique, chimie, mathématiques, mais également sociologie, économie, management. Et après ces 3 années, donc une spécialisation en 4e et 5e année, le tout étant entrecoupé de nombreux stages et de séjours à l'étranger. Donc c'est une démarche qui accompagne de façon très étroite l'étudiant dès son entrée dans l'école, qui va lui permettre de préciser son projet personnel et professionnel, et qui fait que finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, on rentre avec une idée, on peut en sortir avec une autre spécialité que celle prévue initialement, mais une grande sécurité finalement pour l'étudiant, peut-être aussi pour ses parents, apportée par ce soutien intensif à l'élève. On reviendra à la sélection et à l'insertion professionnelle qui a un taux assez honorable, je trouve, très honorable. Justement, vous vouliez faire de l'agroalimentaire, et bien vous n'en faites pas. Pourquoi?
Alors pourquoi? Tout simplement parce que... Vous êtes rentré avec une idée préconçue en disant moi je vais faire de l'agroalimentaire et puis finalement vous avez découvert autre chose. Voilà, exactement. En fait, je trouve que la force du parcours, d'avoir 3 ans où on touche un petit peu à tout, ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas et qu'on ne soupçonnait même pas en terminale, parce qu'en terminale on a de la SVT, finalement quand on rentre à l'ESA, on a plein de matières. La SVT est subdivisée en plein de matières et on découvre des tas de choses qu'on ne connaissait pas. Et on a aussi des stages pour pouvoir se confronter à la réalité dans l'entreprise, des métiers, et ça permet de conforter ses choix. Vous parlez du cycle préparatoire, les 3 premières années. Voilà. D'accord. Pour ensuite choisir la spécialisation lors des 2 dernières. Donc pour vous, la SVT du lycée n'a rien à voir avec celle que vous avez vécue? C'est une continuité. C'est-à-dire que la SVT du lycée me plaisait beaucoup, et à l'ESA, on va la rediviser. Parce que par exemple, on ne fait pas la distinction en terminale entre tout ce qui va être plus orienté vers le règne animal et orienté vers le règne végétal. Évidemment, quel que soit le domaine de spécialisation, quand on se spécialise, on redivise. Alors que vous êtes entré à l'école pour ces 3 années, vous vous souvenez, vous pouvez nous en dire un petit peu plus de vos 3 premières années à l'ESA, vos premiers moments aussi à l'ESA? Ça s'est très bien passé. Moi, j'avais un petit peu peur en rentrant dans une grande promotion d'être... perdue parce que je ne viens pas d'un grand lycée, je viens d'un petit lycée, une petite classe de 30 élèves. Elle était très douée. Ah, il ne sera pas le dire. Je sais pas. Et très rapidement, tout est mis en œuvre pour qu'on se sente bien intégré. Les professeurs connaissent nos prénoms, on peut aller les voir dès qu'on a des questions. Donc vraiment aucun problème là-dessus. Il y a tout un dispositif d'accompagnement parce que ça peut être un peu déstabilisant au début. On quitte chez papa-maman, premier appartement, on se débrouille tout seul, etc. Et il y a vraiment tout un processus d'accompagnement pour qu'on soit bien dans notre vie personnelle, tout comme dans les études. Et enfin, tout se passe bien, quoi. Parce que rappelons que vous arrivez directement après le bac, vous n'êtes pas passé par une prépa ou un premier cycle ou autre, vous entrez directement dans le vif du sujet dans cette école. Voilà. Ensuite vient le temps du cycle ingénieur. Et donc, un cursus professionnalisant, d'autres stages. Justement, je reviens sur les... Il y a quand même des stages dans le premier cycle préparatoire. Et qu'avez-vous fait, vous? Alors, en première année, on a un stage en exploitation agricole parce que donc... Dès la première année? Dès la première année. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça parce que n'étant pas du tout issu du milieu agricole, ça permet tout simplement de se confronter une première fois à la réalité du terrain. Le milieu agricole, c'est quoi? Il y a un tiers de la promo qui part à l'étranger dès ce premier stage, en pays anglophone, pour parfaire son niveau d'anglais. Donc c'est en 2 parties, une partie au printemps, une partie à l'été. Comme ça permet vraiment de voir toute la diversité des travaux agricoles. Et moi, j'ai vraiment trouvé ce stage très enrichissant. Et en deuxième année, il y en a un autre? Il y en a un autre, de 3 mois, qu'on appelle première mission professionnelle, pour découvrir le monde de l'entreprise. Maintenant qu'on a découvert le milieu agricole, on va pouvoir découvrir l'entreprise, mettre un premier pied dedans. Et donc j'ai fait ce stage en agroalimentaire et c'est là que je me suis rendu compte que finalement j'aimais beaucoup les matières mais que je ne me voyais peut-être pas faire une carrière complète dans le secteur agroalimentaire. Donc c'est une force du cursus de permettre d'avoir des stages placés régulièrement pour confirmer ou affirmer ses choix. Comme quoi les stages servent aussi à savoir ce qu'on ne veut pas faire. J'ai une question pour vous de la part de Francis. C'est un homme qui vous demande s'il y a beaucoup de filles dans votre promo, si ce n'est pas un milieu difficile, enfin s'il n'est pas difficile d'évoluer dans ce milieu masculin, et comment vous traitez vos collègues. Et est-ce qu'il y a des préjugés sur les filles? Dans ma promotion et dans toutes les promotions de l'école, il y a à peu près moitié des garçons-filles, 50%. Donc je n'ai pas du tout ressenti. À l'école, on n'a pas l'impression que ce soit un secteur masculin. Il y a autant de garçons que de filles. 50-50, alors qu'on dit traditionnellement la biologie ou les sciences du vivant sont surtout réservées, intéressent essentiellement les filles. Vous, c'est 50-50, parité. Oui, parité. C'est littéralement parité. Et, les métiers sont variés. Il y a des métiers de trading, il y a des métiers de recherche et développement, il y a des métiers de production. Donc c'est probablement cette variété qui permet d'attirer autant de garçons que de filles. Le trading, c'est les hommes qui y vont le plus souvent. Il y a des métiers vers lesquels s'orientent plus facilement les filles? Oh non, là en 5e année, je vois dans les différentes spécialités, c'est encore une fois la parité. Alors justement, il y a longtemps qu'on n'a plus besoin de porter des bottes de paille pour mettre sur une charrette. Maintenant, il y a des machines pour 9% seulement deviennent agriculteurs. Voilà. Mais justement, venons-en aux spécialités qui sont plutôt en vogue et bien adaptées aux évolutions du monde agricole et de l'agronomie de manière générale.
Quelles sont-elles? Est-ce que vous pourriez nous donner une petite définition, les métiers, quelques métiers qui sont rattachés pour répondre aux questions de Mathilde qui vous demande, qui vous dit ingénieur agronome, c'est vaste. Est-ce que vous formez des agroéconomistes, vous demande Loulou. Et d'autres questions, aussi sur les métiers auxquels on répondra plus tard. D'accord. Agroéconomiste, bien entendu. On a d'ailleurs une unité de recherche qui est dédiée à l'économie et à la sociologie et qui se consacre en particulier aux grandes évolutions de l'agriculture, la gestion des changements auxquels l'agriculture a à faire face, non seulement en France mais à l'étranger. Donc agroéconomie, oui. Et les spécialités, les domaines dans lesquels un ingénieur issu de l'ESA peut s'épanouir, je l'ai dit, l'agriculture, mais l'agriculture production végétale qui devient de plus en plus sophistiquée en ce sens que un agriculteur maintenant pilote une exploitation. C'est un pilote d'exploitation qui a des connaissances économiques, financières, génétiques, environnement. Il y a également la production animale qui commence également à intégrer des notions de durabilité, de connexion, de robotisation, donc des choses qui peuvent peut-être faire peur, mais qui en même temps permettent à ces éleveurs, à ces agriculteurs d'avoir paradoxalement une vie de famille. Tous ces outils les aident à avoir une vie de plus en plus finalement équilibrée entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et puis on a tous les métiers du service, alors les services aux agriculteurs, la fourniture de services également à l'agroalimentaire. Une des spécialités de l'ESA est l'accent porté à ce qu'on appelle l'agriculture écologiquement intensive. Alors c'est un terme qui est un petit peu abscon, mais qui traduit le fait que notre connaissance de l'environnement maintenant nous permet, tout en préservant la capacité inhérente de l'environnement, d'en tirer le maximum, si je puis dire, en termes de culture alimentaire. Donc on arrive, en comprenant bien les choses maintenant, à valoriser au mieux l'environnement sans aller au-delà de ce qu'il est capable de produire. C'est tout nouveau. Il y a quelques années, c'était encore un rêve, et maintenant on commence à arriver dans ces domaines. Il y a également, donc j'en parlais tout à l'heure, la gestion du changement. C'est important. Le monde rural est en permanence confronté à de nouvelles technologies, à de nouveaux marchés, à de nouvelles problématiques. Et il est important de pouvoir accompagner les agriculteurs dans ces changements. Et l'international est quelque chose auquel vont être confrontés tous les ingénieurs qui vont sortir de l'école. Il n'y a pas un seul ingénieur qui ne va pas à un moment ou à un autre être exposé à l'international. D'où l'importance qu'on donne au stage. Chaque ingénieur doit passer 6 mois à l'étranger et à la formation en langue. Oui, voilà. Justement en moyenne, il passe 8 mois à l'étranger dans 2 pays différents. Voilà. Enrichissement considérable. Oui. Voilà, c'est ça. Vous avez choisi le Brésil. Pourquoi j'ai choisi le Brésil? Parce que l'Amérique du Sud et le Brésil en particulier, ce sont vraiment des pays qui représentent une partie de l'avenir de l'agriculture. C'est des pays qui sont clés en termes de production agricole. Et puis parce que à l'école, j'avais la possibilité d'apprendre le portugais. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion qui se représenterait peut-être pas 2 fois et que c'était l'occasion de partir à l'étranger. Et vous aspirez à débuter votre carrière ou poursuivre votre carrière hors de l'Hexagone? C'est pas quelque chose qui m'effraie. Après, je préférerais rester dans la zone Europe parce que, par goût personnel, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé mon séjour au Brésil. Donc le cursus est ponctué de nombreux séjours à l'étranger. En 4e année, on part, quasiment l'ensemble de la promo part soit au premier semestre, soit au 2e semestre, faire 6 mois dans une université partenaire. Parce qu'on a de très nombreuses universités partenaires, 120 il me semble. 128 exactement. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on ne fait pas de langue, manifestement. Ah, l'ingénieur de demain devra parler plusieurs langues, dont au moins sa langue maternelle est l'anglais. Quelle langue, outre le portugais, c'est l'anglais? Vous en avez une troisième langue? Français, anglais, puis j'avais commencé l'espagnol, comme beaucoup au collège, et ça ressemble beaucoup au portugais, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer en pouvant pratiquer. Mais c'est une part importante du cycle ingénieur quand même. Voilà, en 5e année, nous avons 12% d'étudiants étrangers. On en voudrait davantage, on y travaille, parce qu'on pense que c'est une richesse.
Et un domaine comme la viticulture, vitiviniculture, c'est essentiellement maintenant une activité qui est tournée vers les marchés internationaux. Donc une activité liée à la viticulture est par définition ouverte sur les marchés internationaux. Vous parlez de la spécialité vigne et vin. Pardon. Voilà, c'est aussi pour ça que vous avez développé des MESSI, des Master of Science en anglophone peut-être, pour certains. Voilà, on a des masters internationaux donc, qui ont le label Erasmus Mundus, deux d'entre eux. L'un qui s'appelle Food Identity, qui est je dirais, orienté vers la notion de typicité des produits. Donc c'est une part de la vaste palette qu'offre l'agriculture. Vous avez l'agriculture intensive, qu'on imagine assez facilement. Et puis vous avez d'autres types d'agriculture, mais une des spécialités de l'ESA est l'accent donné à la notion de typicité des produits. Qu'est-ce que c'est qu'un produit de terroir? Comment relie-t-on la façon dont un produit a été conçu, fabriqué, et la façon dont il va être valorisé? Et c'est quelque chose qui intéresse énormément les étrangers. Les pays d'Asie, les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine voient dans cette façon de valoriser la typicité de leurs produits un moyen de trouver une troisième voie finalement entre une agriculture un peu familiale, vivrière et une agriculture hyper intensive. Une troisième voie qui est d'autant plus pertinente maintenant que les marchés se mondialisent avec le e-commerce et autres. Donc ça c'est un master international. L'autre porte sur s'appelle Vintage et il est consacré à la viticulture, viniculture. Et dans ces masters qui ont des recrutements, je dirais d'une vingtaine d'étudiants par an, sur 20 étudiants, vous avez peut-être 18 nationalités qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique latine, qui viennent de Philippines, c'est extraordinaire à quel point certains concepts qui sont développés en Europe actuellement autour de l'agriculture ont un fort appel auprès d'autres régions du monde auxquelles on ne penserait pas nécessairement. Donc l'ouverture à l'international pour nous est quelque chose de fondamental, non pas tellement pour augmenter notre marché, mais parce qu'il y a des valeurs qui peuvent être exportées et très bénéficiaires pour des pays qui sont en pleine évolution. Donc un brassage culturel d'une part, mais pour les étudiants français, est-ce qu'ils peuvent avoir un bidiplôme, cursus ingénieur, master? Totalement. C'est votre cas? Pas encore, mais on a des bidiplômes avec notamment des écoles de commerce, Audencia à Nantes, des bidiplômes avec Oniris par exemple. Une double compétence, voilà, ingénieur, une double compétence, voilà, manager. Exactement, des bidiplômes avec une autre école qui s'appelle par exemple Oniris, une école de vétérinaire à Nantes. Donc oui, bidiplôme, et je pense qu'on en aura d'autres. Notamment liés aux nouvelles technologies. Je parlais des objets communicants, je parlais de tous ces capteurs, ces drones, donc des bidiplômes avec des écoles d'électronique, des bidiplômes avec des écoles d'architecture si on va dans le domaine de l'agriculture urbaine. Donc énormément de potentiel et notre problème actuellement c'est d'essayer de canaliser toutes ces possibilités parce qu'elles ça foisonne. Vous démontrez que vous êtes au cœur des besoins des entreprises et que toutes les spécialités d'aujourd'hui peuvent évoluer dans 5 ans, par exemple. Quand on entre aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, il y aura justement, oui. On manipulera des drones pour surveiller les champs, je ne sais pas. Il y a des fondamentaux, et c'est l'agriculture, l'élevage, la production. Ça, c'est un fondamental qui, je crois, est dans les gènes de l'ESA, et on ne renie pas le mot agriculture. On ne renie pas le mot production animale, parce que c'est finalement, on parle d'alimentation. Donc voilà. Par contre, tout ce qui est amont, aval, va être l'objet et la production elle-même de gros changements, et on s'y prépare. Disons que des groupes comme l'ESA sont la passerelle entre les centres de recherche et l'industrie, via la formation que nous procurons aux futurs dirigeants de ces entreprises et cadres de ces entreprises. Vous entretenez des liens étroits avec le monde professionnel, notamment par le biais de l'apprentissage que vous avez développé. Comment y entre-t-on? Il y a beaucoup de questions. Pascal vous demande quel est le rythme d'alternance que vous proposez. Est-ce que vous aidez les étudiants à trouver une entreprise? Est-elle obligatoire?
et en quelle année. Clément aussi vous demande si l'apprentissage... Alors, il vous questionne pour savoir si l'apprentissage ne concerne que les bacs plus 2 et il vous demande si j'intègre l'école après le bac, pourrais-je préparer mon diplôme en alternance. Donc, beaucoup de questions autour de l'alternance. C'est devenu aussi aujourd'hui un dispositif important. Vous voulez dire quelque chose sur l'alternance? Vous êtes en alternance? L'apprentissage? Non, je ne suis pas en alternance, je me suis posé la question, mais c'est-à-dire qu'en fait, à l'ESA, si on choisit la voie par alternance, c'est à partir de la 3e année, qu'on soit rentré après le bac ou plus tard, c'est à partir de la 3e année. Et j'ai préféré me laisser 1 an de plus pour mûrir mon projet professionnel et choisir ma spécialisation parce que je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'alternance, c'est être jeune diplômé avec de l'expérience. Et c'est vraiment des profils extrêmement recherchés. Donc on a effectivement, grâce à la profondeur du réseau d'anciens de l'ESA, des contacts avec les entreprises très confiants, privilégiés, et nous aidons énormément les étudiants qui le souhaitent à entamer une scolarité par apprentissage. Effectivement, l'apprentissage commence typiquement en 3e année et l'alternance entre les stages et la formation va évoluer au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que ce sera une alternance assez fréquente au début, 3 semaines de mémoire, et puis en 3e année d'apprentissage, ce sera 6 mois en entreprise et peut-être 3 semaines à l'école. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Donc effectivement, un apprenti c'est un profil très recherché. Ça permet à l'étudiant effectivement d'être salarié et donc de recevoir une rémunération. Mais ça lui met également, ça le met dans une position ensuite très favorable. Il a acquis une expérience d'employé, entre guillemets, de salarié, de professionnel, en même temps qu'une formation. Oui. Mais partager son temps entre l'entreprise et l'école suppose quand même d'avoir un projet déterminé, ce que vous n'aviez pas forcément, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, mais en fait, tout est possible. Pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire ou qui souhaitent avoir déjà un pied dans le monde de l'entreprise, ils ont la possibilité de faire l'alternance. Pour ceux qui ont besoin de plus de temps, comme c'était mon cas, c'est aussi possible de faire le cursus de manière plus scolaire. Donc vraiment, tout est possible et chaque parcours est unique. Venons-en au mode de sélection, parce que beaucoup de questions en viennent. Justine, j'ai oublié le prénom, et vous demande comment on entre à l'école. Alors, il y a différents niveaux d'admission. Le premier, évidemment, essentiel, c'est le post-bac. C'est ça. Donc, l'admission au groupe ESA, à l'école d'ingénieurs de l'ESA, se fait via le portail internet Grandes Écoles Post-Bac, donc Grandes Écoles Post-Bac. Vous n'êtes pas sur APB? Nous ne sommes pas sur APB. C'est cette filière Grandes Écoles Post-Bac est particulière à la FESIA et elle a un avantage significatif en ce sens qu'elle permet aux postulants de s'inscrire auprès de 3 écoles sur les 4. 1, 2 ou 3, il a le choix, sur les 4, sans avoir à donner de préférence. C'est-à-dire que là aussi, on part du principe qu'un projet évolue, les étudiants sont peut-être un peu indécis quelques mois après leur choix. Donc voilà, ils ont le choix entre 3 écoles sur 4, sans préférence. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 avril. Donc il est encore temps. Ça ne change pas trop chaque année. Oui, voilà, c'est cela. Hein. Et les dossiers doivent être les dossiers qui comprennent les notes de seconde, de première, de terminale, des lettres de recommandation de professeurs, doivent être fournis avant le 14 avril. Donc voilà, c'est encore possible, il ne faut pas traîner, mais c'est encore possible. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est la semaine prochaine. Donc ces candidatures vont être examinées sur dossier et les réponses seront données par les écoles, l'ESA et les autres écoles de la FESIA, durant les premières semaines de mai, ainsi que pour ceux qui ont été donc sélectionnés sur dossier, une convocation à un entretien. Dans chacune des écoles? Voilà. Une convocation à un entretien, voilà, choisi. Oui. Et donc c'est à eux ensuite de décider s'ils viennent ou pas. Mais disons que chaque école va leur donner une réponse et éventuellement donc une convocation à un entretien qui portera à la fois sur un questionnaire
qui est conduit par ordinateur, c'est plutôt un QCM, mais je vais laisser Julie expliquer ça de l'intérieur, il y a du vécu. Donc un questionnaire, un entretien avec des professeurs, et les écoles donneront leur réponse définitive le 5 juin, après quoi donc le candidat aura la difficile tâche de choisir l'école qui convient le mieux à son projet. Il aura, je crois, jusqu'au 6 juillet pour se déterminer. Comment vit-on cette sélection de l'intérieur? Bah déjà, on arrive, il y a un petit café, du jus d'orange, des gâteaux, donc c'est très convivial. Ah bah oui, c'est très convivial. Ensuite, il y a 1 ou 2 euros, donc c'est vraiment pour voir la motivation. Pourquoi on veut aller à l'ESA? Est-ce que c'est cohérent avec notre projet professionnel, même si ce n'est qu'une ébauche de projet professionnel en terminale? C'est aussi justement l'occasion de faire le point, de discuter avec des enseignants, avec des personnes qu'on va rencontrer tout au long de la scolarité. Et il y a un petit QCM sur ordinateur, c'est maths, physique, chimie, un petit test de français et un petit test d'anglais, il me semble. Et c'est aussi, en tant que personne qui passe le QCM, c'est aussi une occasion de faire des ultimes révisions pour le bac. C'est le même niveau que le bac. Moi, je trouvais ça très sécurisant d'être jugé sur un niveau de terminale, alors que j'avais un petit peu peur que le niveau soit plus haut, mais c'est très représentatif du niveau de terminale. C'est une dernière occasion de faire des révisions. Il faut en profiter. C'est aussi bon pour soi. Vous avez également des admissions sur titre après L2, enfin Bac plus 2 plus 3. Oui, des licences bio, des passerelles qui permettent... Alors dans ces cas-là, la règle de base, c'est de contacter notre service d'information orientation à l'école. À partir du moment où je dirais la configuration est différente de celle classique d'un bachelier en première année, des passerelles existent et je crois que là, il est important de contacter le service information car on accorde, comme on a essayé de le faire passer, beaucoup d'attention au profil individuel, à la motivation. Donc il y a des passerelles à partir du niveau licence bio, il y a des passerelles à partir des DUT qui permettent de rentrer en 2e ou 3e année. Théo est en BPCST en 2e année et il demande s'il n'a pas ses concours, s'il lui est possible d'intégrer votre école. Alors c'est vrai que vous prenez des BPCST admis sur le concours agro admissible, oui. Admissible, pardon. Et lui, manifestement, ne sera pas, il risque de ne pas avoir ses concours. Donc, mais s'il est admissible, déjà, c'est déjà une chose, ça lui permet de rentrer en 3e année. Sinon, eh bien, qu'il contacte le service d'information. Ces notes nous permettront de décider s'il peut rentrer en 2e année. Quelqu'un vous demande comment se passent les euros pour les étudiants étrangers au mois de mai? Alors, les étudiants étrangers, je suppose que la question porte sur des étudiants étrangers qui ont un bac français. Il me dit simplement que vous êtes indépendant de Campus France et oui. Il s'en inquiète. Voilà, donc il est possible on accueille des étudiants étrangers régulièrement. Là, nous sommes conscients du fait qu'il puisse y avoir des difficultés pour l'entretien. Donc, dans certains cas exceptionnels, pour des questions de visa ou autres, on peut envisager un entretien par Skype, mais par télé, par vidéo. C'est quand même relativement exceptionnel. Par contre, nous avons plusieurs étudiants étrangers qui nous ont rejoints. Donc, il n'y a pas d'obstacle particulier au fait d'être étranger, c'est ce que je veux dire, quoi. Ce live arrive bientôt à sa fin. Petite question, comment vit-on à Angers? Sa vie étudiante, je vous pose directement la question. Il y a une vie associative manifestement débordante dans votre école. Et comment vit-on quand vous venez de Nantes? Vous êtes arrivé dans une ville non loin de Nantes. Angers, déjà, c'est une ville à taille humaine. Moi, je suis arrivée, je n'avais pas le permis. Donc, le fait de pouvoir tout faire en vélo, c'est super. Aussi bien les courses que les sorties, le bowling, le billard, le ciné. On peut tout faire à vélo. Donc ça, en tant qu'étudiant, c'est top. En termes de qualité de vie, c'est super aussi. Et en termes de coût, parce qu'il n'y a pas à payer d'abonnement de transport en commun. Donc c'est un bonus. Et ça préserve l'environnement. Et ça préserve l'environnement. Donc vous voyez, là-dessus, c'est parfait. Angers, alors vous parlez de la vie associative aussi. Moi, en première, deuxième et troisième année, j'ai passé beaucoup de temps dans les assos. Donc il y avait par exemple un club d'apiculture
où on allait faire 1 ou 2 fois par an selon les années des récoltes de miel, donc en partenariat avec l'école d'horticulture qui est aussi à Angers. Donc il y a vraiment il y a des ruchers. Il y a un club, il y a ce qu'on appelle l'association sportive qui propose vraiment plein de sports, du volley, du hand, du foot, du rugby, tous les sports classiques, qui a aussi une section équitation, donc ça c'est plutôt original. Il y a évidemment un bureau des étudiants où là il y a des tas de possibilités différentes de s'investir. Il y a des associations un peu plus sérieuses comme la Junior Entreprise de l'école qui a été finaliste du label Meilleur Espoir l'année dernière et qui a été classée 2 fois dans les 30 meilleures juniors entreprises de France en 2001 et 2009. Belle performance. Belle performance. Donc voilà, il y a vraiment plein d'associations. Il y a un potager. Il y a évidemment des associations typiques de notre école, un club fromage et un club œnologie, et des séances de dégustation de fromage et de vin en même temps, animées par des étudiants avec le soutien de professeurs, donc une vie foisonnante. J'en salue d'avance. Quelques mots sur le financement. C'est vrai que c'est une grande question qui revient régulièrement. Oui. Quelles sont les modalités de financement? Vous avez des bourses qui sont octroyées? Oui, des à peu aides près 30% de nos étudiants ont une bourse qui peut venir du ministère de l'Agriculture, qui peut venir du département. Donc il y a 30% et évidemment on les aide à remplir leur dossier. Nous assistons également les étudiants dans leur séjour à l'étranger, puisque partir à l'étranger coûte cher. Donc nous avons la chance d'être dans une région qui soutient particulièrement la mobilité entrante et sortante avec l'étranger, la région Pays de Loire. Donc oui, les financements font partie de notre accompagnement des étudiants. Et tant qu'on est dans les chiffres, il y a Franck qui me demande quel est le salaire. Je sais que c'est sans transition, le salaire débutant d'un ingénieur agronome. Alors justement, insertion professionnelle, vous affichez un taux de 98,3% de taux d'insertion professionnelle dans les 6 mois qui suivent la sortie du diplôme, ce qui est très honorable. Où se place-t-il? Est-ce qu'on gagne bien sa vie dans votre secteur d'activité? Alors, c'est un secteur d'activité qui se positionne, je dirais, dans la moyenne des secteurs d'activité en France. Ce n'est pas celui où manifestement on aura les salaires les plus élevés. Par contre, c'est un secteur qui offre une grande visibilité en termes de pérennité d'emploi, à quelques exceptions près. Les salaires sont de l'ordre de 33 000 en fonction de la région. Ça dépend de la région, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de critères qui sont finalement assez classiques. Et les métiers sont extrêmement variés. Donc là aussi, il y a une grande fourchette de rémunération. On a beaucoup de responsables de R&D, on a beaucoup de conseils aux entreprises. Marketing commercial aussi, marketing commercial. Et nous avons aussi la direction stratégique d'un des premiers groupes semenciers de France, la direction générale d'une des plus grosses coopératives de France. Donc la palette de débouchés est quasiment illimitée. Mais effectivement, commerce, distribution, chef de projet, directeur de filiale, directeur de business unit dans les grosses entreprises. Voilà, c'est le genre de position auquel un ingénieur de l'ESA peut postuler. Et une fois de plus, le réseau qui a été, je dirais, créé à travers 120 années d'existence, il y a quand même de la profondeur derrière ce réseau. La proximité des entreprises, tout cela fait que un ingénieur qui, par exemple, aurait des difficultés après 6 mois dans sa recherche d'emploi sera littéralement pris par l'association des anciens et sera chaperonné jusqu'à ce qu'il ait trouvé un job. On ne laisse personne sur le bord de la route. Un gros soutien de l'association des anciens qui est un des piliers aussi des écoles d'ingénieurs. Exactement, oui. Vous aspirez à entrer dans un grand groupe, une PME, pour finir, et où vous avez un projet de carrière ou une fonction que vous visez en particulier? Alors, c'est plus des choses dans le métier qui m'intéressent. Par exemple, j'aimerais bien être amenée à faire du conseil, un peu plus long terme, pourquoi pas de la formation. Après, il faut essayer à travers les stages.
Les stages, c'est l'opportunité. On en a tout au long du cursus. On a beaucoup de stages. On a 18 mois de stage, il me semble, tout au long du cursus. Donc, c'est pas négligeable. C'est vraiment l'opportunité d'aller essayer plein de choses différentes pour trouver ce qui nous convient le mieux à soi. Alors, fans de SVT ou de biologie, vous l'aurez compris, l'ESA vous attend. La sélection est en cours. Elle se prolonge jusqu'à début avril pour les inscriptions sur le site. Monsieur Vincent, rappelez-nous le site. Grandes écoles post-bac. Voilà, qui échappe donc à la procédure APB. Je vous remercie 1000 fois de toutes ces informations précieuses. Merci à vous. De ce regard sur l'agriculture et du monde rural, qui est finalement quand même une grande particularité française, une belle industrie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour toutes vos questions et à très vite sur un live Studyrama TV.